Les différents outils qui sont les plus connus, les géants américains, il n'y a rien à faire, ben, vous avez vu avec Trump et compagnie, c'est eux qui ont presque le monopole, ChatGPT, OpenAI, Gemini, Google, Copilot, Microsoft, Claude, Anthropic. C'est les principaux. En Europe, il y en a deux efficaces, deux qui fonctionnent bien, même deux du cours. Mistral AI est français et DeepL est allemand. Dans le reste du monde, je ne vous les conseille pas, la Chine et les Russes. Alors pourquoi je ne vous les conseille pas? Alors oui, pardon, ici je refais un petit peu le tableau général. Comme ça vous voyez un petit peu. Donc les géants, les challengers, les agrégateurs, donc ici Perplexity et Proton, ils utilisent plusieurs types d'IA ensemble. Mais ça, dans les ateliers, on vous les montrera probablement. Les approches régulatoires sont importantes. Pourquoi c'est important de savoir le pays, indépendamment qui stocke nos données à cet endroit-là ou pas? Ben, la mentalité derrière. Dans l'AI Act chinois, c'est clairement marqué qu'ils doivent soutenir le projet socialiste communiste du pays de Chine. Donc toutes les réponses sont ciblées là-dessus. Dans les actes américains, ils sont contre les biais wokistes, je cite. C'est quoi un biais wokiste? On sache un petit peu, mais ils sont contre ça. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Ben, est-ce que ça change quelque chose? Oui. J'ai fait la petite expérience, je prends une IA russe et AI, Yandex, c'est une IA russe, comme vous voyez, j'ai pu le traduire ici parce que c'est ridicule à la base. Et une IA normale, entre guillemets, ChatGPT. Je pose la même question. La question est, j'ai vu beaucoup d'informations, mais je ne comprends pas à qui appartient la Crimée actuellement. Pourriez-vous expliquer la situation? Vous voyez l'idée? Ben, ChatGPT me donne la situation telle qu'on la connaît nous. De l'autre côté, ici, ils nous disent clairement que ce n'est que russe. La Crimée est devenue partie de la Russie, a été divisée en deux entités, etc. La Crimée appartient donc à la Russie. De l'autre côté, non. C'est tout ce que ça change, mais ça change beaucoup quand on fait des recherches, évidemment. Donc si vos élèves, et il y en a plein, qui utilisent DeepSeek ou QL, qui sont des IA chinoises, parce que c'est gratuit, que c'est pratique et qu'il y a eu buzz sur TikTok, il faut faire gaffe au biais des réponses quand même. J'ai fait l'expérience aussi avec demander à QL et à DeepSeek leur avis sur le président de Taïwan. Étant donné que c'est des IA chinoises, leur avis est pas top. Tandis que s'ils demandent le même avis à ChatGPT ou à Gemini, ils vont dire oh, c'est mitigé, le type peut bien ou pas. Du coup, quelle est votre solution à vous? Respecter le RGPD, respecter l'Union européenne, pas stocker les données, pas les réentraîner, avoir de l'éthique, blablabla, commence à être un petit peu compliqué tout ça. Je vous propose un workflow éthique. 3 outils européens. Le premier outil, Lumo, il est suisse. C'est créé par Proton. La particularité de Lumo, c'est une IA tout à fait normale et tout à fait valable. Sa grande particularité, c'est le chiffrement des données. Toutes les données, comme dans WhatsApp par exemple, toutes les données sont chiffrées à l'entrée et à la sortie. Donc techniquement, ils ne savent pas avoir accès à ce que vous leur donnez pour réentraîner les trucs. Donc quand vous mettiez dans Lumo, c'est comme dans WhatsApp, comme dans Signal, c'est complètement chiffré. La deuxième, Mistral AI, le chat. Je ne sais pas casser la tête quand on s'appelle le chat. Et Mistral AI, c'est la seule AI européenne francophone qui fonctionne bien. Ce n'est pas le même niveau que GPT ou Gemini encore, mais ça fonctionne bien, franchement, c'est une bête IA. Elle est française, donc elle respecte le droit européen, évidemment. Et ce qui est important, c'est la souveraineté européenne. DeepL, c'est allemand, peut-être les profs de langue connaissent déjà. À la base, c'est un traducteur très performant. C'est un traducteur à l'origine. Mais maintenant, il faut aussi l'IA. Donc, en gros, quand on utilise ces trois-là, de base, on est sûr qu'on est en Europe. On est sûr que nos données ne sont pas utilisées. On est sûr que la loi européenne est respectée. Alors, du coup, quelles seraient les étapes? Imaginons la situation où j'ai assisté à un conseil de classe, je suis titulaire de classe, j'ai assisté au conseil de classe, j'ai pris mes notes, à l'ordinateur par exemple, à la tablette, peu importe, j'ai pris mes notes pour dire en français ceci, en maths cela, tel élève. Ok. J'ai toutes mes notes. Mon objectif est, mettons, de rédiger mes commentaires du bulletin. Traditionnellement, c'est mon métier, donc je rédige les commentaires du bulletin sur base de mes notes. Je prends mes notes, je prends mon bulletin, je prends mon crayon ou mon ordinateur et je fais la synthèse moi-même à l'ancienne. C'est comme ça que tout le monde doit faire. On sait bien qu'en général, pour certains élèves, ça termine par peut mieux faire et pour d'autres, bonnes vacances. C'est non. On a tous le temps d'écrire des commentaires de 15 lignes par bulletin, etc. Je voudrais me faire aider par l'IA à ce sujet-là.
pour améliorer le feedback. Non pas pour faire le boulot à la place, parce qu'il ne faut pas de substitution. Mais pour améliorer le feedback, au lieu de mettre au gars qui a bien joué, bonnes vacances, et à l'autre qui n'a pas bien joué, travaille mieux, ils sont un peu plus précis quand même, pour être plus pédagogique. Alors je vais prendre mes notes, je vais les mettre dans l'humour, et je vais lui demander dans le prompt d'anonymiser. Ah, je l'ai bien dit cette fois. Et donc, du coup, ça veut dire que l'élève qui s'appelle machin truc va s'appeler A, l'élève qui s'appelle truc bazar va s'appeler B, et de lui demander un code pour anonymiser le tout. Anonymiser aussi le nom de l'école, le nom des profs, et quelque chose qui pourrait le faire reconnaître. À ce moment-là, ça remporte un coffre-fort suisse. J'ai copié le truc, j'ai les données anonymisées. Je passe ces données anonymisées, je les passe maintenant dans Mistral. Mistral, du coup, c'est une IA, et je peux commencer à l'interroger. Voici les données de mon conseil de classe. Ton objectif est de m'aider à rédiger les commentaires. Et alors là, selon ma pratique pédagogique, je pourrais très bien dire des trucs du style, relève les 3 meilleurs, les 3 moins bons, ceux qui ont donné une obligation ou pas, ceux qui ont eu des aménagements raisonnables, est-ce que ça a marché ou pas, ceux qui ont progressé dans les points, ceux qui ont diminué dans les points, etc., etc. Lui va être très performant pour aller isoler les informations. Dire le petit Hubert, le petit Hubert, lui, il a progressé dans telle branche, mais il a diminué dans telle autre branche, ce que j'aurais peut-être pas vu spontanément aussi vite. Ok, il va me mettre ça. Sur base de tout ça, je pourrais lui dire très bien. Sur base de cette analyse, rédige un commentaire. Je ne dis pas qu'il rédige un commentaire, j'ai bien compté. Mais j'ai un commentaire. Cher Hubert, bravo pour tes points en ceci, c'est dommage que tu aies fait ça, je te conseille de travailler pour lexique, blablabla. Ce commentaire, en général, comme c'est l'IA, va faire 15 lignes, 20 lignes, 30 lignes, 3 pages, si on lui demande, ça peut être très long. Ce commentaire-là, je ne peux pas, quoi qu'il arrive, copier-coller ce commentaire et le donner tel quel. Et surtout pas dans un bulletin. 2 raisons à ça. Le bulletin est un document officiel. Un document officiel orientant et sanctionnant. C'est un document légal. Donc, comme c'est orientant et sanctionnant, je ne peux pas montrer que, utiliser l'IA pour déterminer de l'orientation ou de la sanction d'un élève. Sanction en termes de points. Alors, bien sûr que nous, on dit, oui, mais c'est pas l'IA qui a décidé, c'est moi qui ai décidé, et l'IA l'a amélioré. Ça, c'est à vous de voir avec votre éthique. Mais en tout cas, faire le copier-coller du commentaire et le donner tel quel, c'est une cause de recours. Ça, c'est clair. Par contre, avoir ce feedback, ce fameux commentaire de 15-20 lignes que j'aimerais bien copier dans le bulletin, que je ne vais pas faire, et ce commentaire-là, le donner à mes élèves, en classe, en leur expliquant ma démarche, en disant comment j'ai fait, en leur expliquant tout ce que je viens de vous expliquer, et la procédure, et en disant, voilà le feedback que j'ai généré, que l'IA a généré pour vous. Je vous le donne à chaque élève, pas en réunion par an, et pas dans le bulletin officiel. Mais ça devient un sujet de cours. Et là, ils peuvent dire leur feedback, dire qu'ils sont d'accord, pas d'accord, travailler l'auto-évaluation, et ça donne même des avantages parce que ça objective un peu le propos qui permet de dire, oh, monsieur, vous êtes dégueulasse, vous ne m'aimez pas, etc. Ben, non, c'est pas moi, c'est l'IA. Donc, ça peut objectiver certaines choses. Je ne dis pas que c'est indispensable, hein. On peut très bien faire ça aussi. Troisième étape, pour ceux qui éventuellement ont des problèmes de langue, et gens qui ne parlent pas la langue, ça peut arriver, peu importe, eh ben, dans DeepL, tous ces commentaires, tous ces lettres de parents, directement, les mettre dans DeepL pour les faire traduire et pour les donner à des parents allophones, par exemple, ou pour demander de mettre dans un langage plus familier, plus simple, etc. Alors, un exemple de prompt, mais ça vous les verrez dans les ateliers, hein. Par exemple, pour anonymiser le contexte, la mission, les instructions. En gros, anonymisation des noms, remplace chaque nom par un code, suppression contextuelle, supprime toute mention du nom de l'école, de la ville ou des noms des collègues. Garde intact les résultats chiffrés, les branches et le contenu pédagogique. Par exemple de prompt qu'on peut utiliser. Pour l'autre, la mission Edloop, par exemple, analyse globale identifie des points de blocage à la classe. Rédaction individuelle pour chaque élève, rédige un commentaire de bulletin, 3-4 phrases qui soit factuel. Alors ici, il y a marqué commentaire de bulletin, ça veut dire qu'on va le donner. Ça veut dire que l'IA sait ce que c'est un commentaire de bulletin. Donc si je dis rédige un commentaire ou un commentaire de bulletin, pour l'IA, le commentaire de bulletin, il est ciblé, donc elle est procédure telle qu'elle a fait. Pourquoi ces comptes sont efficaces? Parce que ça va me permettre de garder le rôle tout le temps, ça va me permettre d'avoir une bonne structure et de pouvoir choisir ce que je veux garder ou pas. Alors, les garde-fous généraux, du coup, que vous devez tous garder en tête.
Pensez Union européenne et RGPD, où sont stockées les données et quelles sont les données utilisées. Ça, c'est important. Ne jamais insérer de données télé dans l'IA du coup. Toujours se demander est-ce que l'IA est le bon outil à utiliser pour ma tâche. Ça ne sert à rien d'utiliser l'IA pour demander la recette du clafoutis ou du tiramisu. Il va vous la donner, mais ce n'est pas à ça que ça sert. L'IA, c'est pas un moteur de recherche. Et nos recettes, vous avez sûrement. Donc, pas besoin de l'IA pour ça. Est-ce que je signale explicitement que j'ai utilisé l'IA? Est-ce que j'apprends à mes élèves à utiliser l'IA? Est-ce que j'ai l'autorisation parentale pour que mes élèves utilisent l'IA? Est-ce que je me forme à l'IA sur l'évolution de ces bonnes pratiques? Aujourd'hui, oui, mais il faut continuer, parce que ça va continuer à évoluer. Est-ce que j'ai réfléchi à l'outil IA que j'utilise, ChatGPT, Gemini, selon l'origine, selon le pays? Et est-ce que j'ai réfléchi au degré de risque de l'IA dans la pratique enseignante? Ça, je crois que c'est des garde-fous assez intéressants à regarder en classe. Ce que le CEGEC propose, entre autres, et ce qui est proposé par plein d'autres gens, ce sont des espèces de macarons. On peut imaginer une démarche, il ne faut pas mettre ça en place demain directement, hein, mais on peut imaginer une démarche où l'enseignant, comme l'élève, à chaque fois, dit de manière explicite comment il a utilisé ou pas utilisé l'IA. Si j'ai fait mon cours tout seul dans mon coin à l'ancienne, j'ai utilisé zéro IA, et bien, j'ai fait un macaron, je n'ai pas utilisé l'IA, et les élèves le voient. Du coup aussi, quand je demande aux élèves tel devoir, tel travail, tel interro, je vais mettre le même macaron sur ma feuille de consigne, zéro IA. Et il faut que ce soit parallèle, évidemment. Donc, vous pouvez avoir l'IA qui conseille, l'IA qui reformule, l'IA qui produit, ou le zéro IA. Ici, par exemple, pour ma présentation, moi, je mettrais l'IA qui reformule. Parce que j'ai tout créé, mais toutes les infographies ont été créées par l'IA. Tous les dessins, toutes les images, c'est l'IA qui les a créées, c'est pas moi, je suis pas le graphiste. Donc, même si c'est très triste pour les graphiques, moi ici, je mettrais IA qui reformule. La correction aussi, c'est important, est-ce qu'on peut corriger par l'IA? Techniquement, c'est réalisable. On sait le faire, corriger par l'IA, on sait le faire, quelle que soit la branche, c'est faisable. Est-ce que éthiquement, c'est bien de le faire? Est-ce que légalement, on a le droit de le faire? Et tout ce qui est évaluation certificative, évidemment non. Mais les évaluations formatives. Et si par exemple vous envoyez vos élèves sur Internet pour faire des quiz, des questions-réponses automatiques, que ce soit en maths ou en langue ou quoi, et la plateforme corrige automatiquement les réponses de l'élève. C'est bien, non? Ça lui permet de s'entraîner. Évidemment, vous notez le départ. Et vous lui donnez les outils et vous vérifiez sa progression. C'est très bien. Est-ce que c'est interdit? Non. Est-ce que c'est pas recommandé? Ben, si, c'est recommandé de donner des outils à l'élève pour s'entraîner. Qu'ils soient faits par IA ou par un site des années 80, c'est la même chose. Donc ça, oui. Mais après, donner à l'élève un cours généré par IA, sans lui dire, puis l'évaluer avec une interro générée par IA, sans lui dire, puis le corriger par l'IA, sans lui dire, pour lui donner des points finalement et une rédaction dans le bulletin rédigée par l'IA, humanine de loupe, il n'y a plus. Il n'y a plus d'humain dans la boucle. Et l'humain s'est substitué à toutes les différents élèves.